on était parti pour faire un film avec 2 producteurs, avec 3 comédiens et moi, mais on n'avait pas encore le sujet, ni le titre, ni rien, mais bon, l'ambiance était bonne. En réalité, j'ai commencé à faire des courts-métrages à l'école de cinéma Les Lumières où j'étais. En sortant de l'école des Lumières, où j'avais déjà fait un court-métrage qui s'appelle L'interala di Luna, j'ai voulu faire un court moyen-métrage que j'avais écrit à l'intérieur de l'école et ça s'appelait Carne. C'était l'histoire d'un boucher chevalin et de sa fille. Et ce film, j'ai mis 2 ans à le faire. Après, il est passé à Cannes, à la semaine de la critique. J'avais eu des prix. Pendant que je faisais ce film, j'ai écrit un scénario qui s'appelait d'abord Le Livre des Morts. C'est devenu Enter the Void quand j'ai décidé de le déplacer en l'histoire au Japon. Mais c'était impossible à faire à l'époque, techniquement. Et en plus, j'avais aucun crédit pour le faire. Donc j'ai écrit un autre projet qui s'appelait Danger, qui des années plus tard deviendra Love. Mais à ce moment-là, c'était un peu compliqué parce que j'avais peu d'argent et aussi que j'avais plein d'idées. Il fallait quand même que je me lance dans un film un jour de production ou que je gagne ma vie parce que j'avais un loyer à payer, etc. Et je croise Vincent Cassel qui était au top de sa gloire après La Haine, Le Pacte des loups. Et il me dit « Oui, qu'est-ce que tu fais ?» J'essaie de lancer un film, une histoire d'amour entre deux jeunes personnes. Et il me dit « Oui, mais ça peut nous intéresser. » Moi et Monica, je dis « Oui, mais bon, c'est un peu chaud, c'est une histoire d'amour, mais j'ai envie que ce soit un petit peu explicite. » Ouais, non, mais Monica adore tes films, moi aussi, on est libre le mois prochain. Et du coup, je dis ok, je vous passe le texte. Et entre-temps, on a commencé à chercher les producteurs. Les gens de Studio Canal étaient très enthousiastes parce que Le Pacte des loups, où il y avait Vincent et Monica qui étaient ensemble, avait très bien marché. Ils aimaient Dupontel pour d'autres raisons. Mais quoi qu'il en soit, là, pour l'instant, je préparais ce film donc avec Vincent et Monica, sauf qu'ils ne l'avaient pas lu. Et du coup, je leur laisse les 5 pages du scénario de Love, en réalité. Et le lendemain, il y a Vincent qui m'appelle et dit « Tu sais quoi, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup discuté, on a envie de travailler avec toi, mais ce film-là, on ne peut pas se permettre de le faire. » Je savais qu'ils allaient me répondre ça. Comme tous les gens célèbres, ils avaient des stalkers déjà et c'est très dur à gérer quand tu as des stalkers qui te harcèlent dans la rue. Et du coup, ils disaient oh, « C'est tout ce qui nous reste, c'est notre intimité. » On a dit « Ouais, mais on peut faire autre chose. » Entre-temps, j'avais réfléchi et j'ai dit « Sinon, voilà, peut-être qu'on peut faire un film aussi avec Albert. » Et du coup, on était parti pour faire un film avec 2 producteurs, avec 3 comédiens et moi, mais on n'avait pas encore le sujet, ni le titre, ni rien, mais bon, l'ambiance était bonne. J'avais besoin de payer mon loyer, donc il fallait bien que j'allume les quelques neurones qui étaient endormis au fond de ma tête. Je reviens avec une idée, je crois dans les 24 heures ou 48 heures, oui, faisant un projet raconté à l'envers. Et pourquoi pas une histoire de viol et vengeance qui tourne mal. Un scénario qui en réalité n'était qu'un synopsis sur des pages séparées. Il y avait 12 séquences initialement, et du coup, c'était 12 séquences au cours d'une nuit. L'idée, c'était toutes les heures, une petite séquence, et en écrivant les 12 séquences sur des pages séparées, après, je les inversais, et je me disais, tiens, est-ce que la lecture marche encore à l'envers? Et des fois, j'ai dû rajuster des trucs pour qu'en inversant l'ordre des événements, on comprenne l'histoire. J'avais fait exprès aussi d'appeler l'héroïne Alex, parce que c'est un nom qui est autant un nom de garçon que de fille. Et du coup, pendant la première moitié du film, si tu vois l'ancienne version, il parle d'Alex, qu'est-ce que vous avez fait Alex? On ne sait pas s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Au bout de 2 semaines, on avait le feu vert. On a préparé le film en 4 semaines et on l'a tourné en un peu moins de 6 semaines. Et on a tourné tout le film de manière chronologique. Je me souviens que le premier jour de tournage, on a tourné la séquence dans l'appartement entre Vincent et Monica qui sont nus. Et ils sont extrêmement touchants parce que c'était un vrai couple ultra aimant et que du coup ça se voit à l'image. Effectivement, aujourd'hui, c'est encore peut-être plus empreint de mélancolie parce qu'on s'est dit, voilà, ils sont plus en couple, mais qu'est-ce qu'ils étaient beaux. Et on a l'impression de partager l'intimité de quelqu'un. Guarda questo culone! Arrête! Le démarrage, il était très bien. Et à la fin de la journée, on s'est dit, tiens, on a une fabuleuse séquence au crépuscule entre Vincent et Monica. Il y a Albert qui est passé et qui n'en croyait pas ses yeux parce qu'il pensait que le film n'allait jamais se faire.
Il avait dit oui, il avait donné un accord de principe, mais il était là, il dit j'en crois pas, il y a la caméra, ils sont là. Demain ou après-demain, je vais venir sur le plateau, etc. Il dit oui, bien sûr. Et après, la première séquence avec lui, c'est celle du métro. Mais vraiment, il s'est dit, tiens, mais c'est une blague, ils sont pas en train de tourner. J'ai dit oui, mais c'est... je pensais... Oh là là, un métro, regarde là-bas, ils mettent bleu et des couleurs. Et je voulais que on commence le film en tournant des choses très stables qui allaient se retrouver à la fin du film, une fois montées les séquences à l'envers, et qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans la narration ou qu'on rentrait dans la nuit, que chaque fois la caméra devienne de plus en plus hystérique, secouée, qu'elle se retourne. Donc à partir du moment où ça pouvait être de la caméra portée, c'est moi qui l'ai fait. Il y a juste 2 séquences qui sont faites au Steadicam, dans l'appartement du couple, et la séquence du métro. À partir de la séquence de la fête, c'était moi qui devais faire la caméra. Mais la vérité, c'est que la séquence de la fête, au départ, c'était pas très bien. Et du coup, le lendemain, on avait fait venir 3 fois plus ou 4 fois plus de figurants. On a essayé de faire une vraie fête. Beaucoup plus d'alcool, que les gens s'amusent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Comme tout le monde faisait la fête, moi, je l'ai faite un peu aussi. Et après, j'étais déchiré. Et j'avais du mal même à ouvrir les yeux. Et c'est moi qui devais faire la caméra, monter l'escalier. Et j'arrivais pas à monter l'escalier. Et du coup, le Steadicammer qui avait fait les 2 premiers jours n'était pas censé cadrer. Mais je lui ai dit, écoute, je ne peux pas monter l'escalier, je peux à peine ouvrir les yeux. Et du coup, c'est la caméra portée, mais c'est faite par le Steadicam. Cette séquence de fête marche bien, il faut que les gens dansent sur la vraie musique. Et je voulais la musique techno, et bien sûr, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on pourrait mettre de la musique techno comme celle de Daft Punk que j'adorais, ou comme celle de Thomas Bangalter. On a commencé par sympathiser sur le fait qu'il me cédait les droits d'utilisation de ces morceaux-là. Et après, il m'avait dit, écoute, si tu as besoin d'autres morceaux que je pourrais te composer, ou ça, en tout cas, si tu as un montage, j'aimerais bien voir, peut-être que je peux t'en faire un autre. Et il avait composé plein de trucs, en plus, qui étaient tellement justes par rapport à chaque séquence, qu'après, effectivement, toute la bande-son du film, et de lui, tu enlèves la musique de Bangalter, et le film est beaucoup moins fort, il faut le dire. C'est quoi la vérité, le plan séquence, à la fois c'est un choix artistique et à la fois c'est une facilité. Quand tu tournes en plan séquence, même si après tu montes, toi tu as une énergie où les gens ils sont dans l'action. Et depuis Irréversible, ce que je fais souvent, c'est même quand le film n'est pas monté en plan séquence, je le tourne en plan séquence parce que tu as une énergie collective. Pour moi, un scénario ou un synopsis, c'est une base de travail. Les meilleures idées viennent sur le plateau avec les comédiens qui ont leur propre vocabulaire avec lequel ils sont à l'aise. Sur Irréversible, il y a énormément de dialogues. Peut-être que de temps en temps, je leur ai suggéré des phrases sans leur imposer ces phrases. Et aussi, j'ai pris cette habitude de ne pas décider où je positionne la caméra avant que les gens ils aient répété l'action, et puis à ce moment-là, je vois quel est le meilleur angle. Mais tu dis, voilà, comment est-ce que vous vous déplaceriez, et puis du coup, tu accompagnes. C'est ce qu'on appelle une répétition mécanique, et tu peux avoir une petite caméra vidéo ou un petit œilleton, où tu fais juste comme ça avec la main. Et tu dis, ah ouais, effectivement, il vaut mieux que je sois devant et pas derrière. La célèbre séquence du tunnel, le personnage joué par Monica qui se fait agresser, on l'avait tourné 6 fois parce que c'était très épuisant. On l'a tourné 3 fois un soir et 3 fois le lendemain. Par exemple, les coups d'extincteur, je crois qu'on avait juste 3 mannequins qu'on pouvait exploser, qui étaient identiques à la personne. Maintenant, il y a de plus en plus de films avec des plans séquences, où il y a même des films de 90 minutes où on a l'impression que c'est un seul plan. C'est très facile de faire des raccords invisibles pendant que la caméra panote. Dans mon film comme Monica, elle sort et qu'elle emprunte un tunnel, et quand elle descend, elle regarde vers le haut, la caméra panote, il y a marqué passage et ça redescend. C'est que je m'étais protégé au cas où, sur les 6 prises que je faisais, si par hasard il y avait un début qui était mieux et la suite du plan qui était une autre prise qui était mieux, je me suis dit, voilà, avec ce panneau au bas, je pourrais raccorder et je pourrais matcher 2 prises différentes en faisant croire que c'est la même. Et ça se voit pas, mais le plan change à ce moment-là, quoi. Attends! Laissez-moi! Je te dis d'attendre! La séquence du tunnel, cette séquence-là, c'est une des rares où je voulais déjà qu'ils se rencontrent avant, Monica et Joe Precia, pour voir comment on pourrait simuler des coups. Effectivement, on avait trouvé des angles avec une petite caméra vidéo, mais je crois que c'est la seule
scène de tout le film qu'on avait un tout petit peu préparée en aval. Ouais, c'est tout. On a mis des giclées de son numérique. Elle n'a pas été touchée. Là, franchement, quand on a tourné la séquence, ce qui était drôle, c'est qu'elle n'avait pas du tout été blessée, mais on regardait les rushs avec les deux comédiens. Ils disaient c'est incroyable, ça paraît vrai, ça paraît vrai. Mais l'avantage d'avoir pris quelqu'un qui était un champion de boxe thaï, c'est qu'il savait effectivement s'arrêter à distance, en contrôle absolu de ses gestes, et du coup, à aucun moment il a touché Monica. Mais ça paraît, faire un film, c'est comme faire un truc de magie. Tu veux que le lapin qui sort du chapeau ait l'air vivant, et voilà. Et je pense aussi que la performance de Monica dans ce film ressemble à rien d'autre dans le cinéma français ou européen. Je connais aucune actrice qui aurait été aussi à l'aise avec ce film que Monica. Et dans la nouvelle version, de par sa structure temporelle, crée une identification 10 fois plus grande avec le personnage qu'elle joue. Elle est encore plus lumineuse et brillante. Là, tout le monde a voulu, quand on faisait ce film, faire un film qui soit crédible à l'écran. Il n'y a, dans mes films, jamais d'acte de violence. C'est pas des documentaires, c'est que de la simulation. Je voulais que le film part de quelque chose de ultra anxiogène et que peu à peu il devienne de plus en plus lumineux. On parle toujours de l'ancienne version d'Irréversible qui est racontée à l'envers. Et effectivement, il y a des sons qui sont très anxiogènes, comme les infrasons qui ressemblent à ce qu'on entend ou on sent lorsqu'il y a un tremblement de terre. Mais quand dans un film, tu mets ces sons et que dans la salle, il y a un système d'infrabasse qui marche bien, effectivement, tu as un truc oppressant du fait que tu sens ces choses-là. Ça pue la merde ici. Arrête, Marcus. Je m'étais retrouvé avec Irréversible en compète à Cannes, en compète à minuit. Ça s'est jamais reproduit depuis. Et c'était la première année où Thierry Frémaux s'occupait de la sélection cannoise. Tout le monde dans le comité de sélection n'était pas d'accord. Il avait imposé le film. Irréversible ou un parfum de scandale sur la croisette. Tu sais, quand tu finis un film et que tu vas à Cannes, t'es surtout très très fatigué. Et en plus, tout le monde te bombarde de demandes d'interviews, des gens qui ont vu Irréversible, qui commencent à t'insulter, etc. Et du coup, c'est très tendu. Et tu joues le jeu, mais t'as juste envie d'aller dormir. Et à la fois, les films, ils ont besoin du Festival de Cannes. Je me vois pas sortir des films ou faire la première ailleurs que là-bas, parce que je sais pas, c'est le plus grand concentré de cinéphiles du monde, et c'est un pied de montrer ses films à Cannes. Un réalisateur sulfureux, un peu trash, Gaspard Noé, une histoire qui tient en 3 lignes, il s'aime, elle est violée, il la venge, pour faire chic, filmer l'histoire à l'envers avec une caméra qui a le tournis. Déjà, c'était un scandale préannoncé et ça a irrité beaucoup de gens parce que le contenu du film avait un peu fuité, et c'est vrai que ce qui est très très drôle avec un film comme ça, quand tu es dans la grande salle du Festival de Cannes, c'est que c'est comme si tu es au Stade de France au cours d'une finale. Les gens, ils y vont pour hurler, pour siffler. Et moi, j'étais très souvent au Festival de Cannes pour siffler les films des autres, parce que j'avais un ami qui était en compète, et j'ai dit, tiens, on va aider mon ami qui est en compète, et du coup, on va siffler les films des autres. Moi, le moindre prétexte était bon. Après, effectivement, le film peut faire déclencher de l'adrénaline dans la tête des spectateurs. Et il y a eu quelques réactions psychotiques à la fin des différentes projets. C'est cru, on en prend plein la gueule. C'est un film qui est lamentable. Insoutenable. Vraiment de la merde. Il y a des gens qui sont évanouis, il est né avec beaucoup de fracas, c'est bien. Venez avec moi, qu'est-ce qu'il y a de vous? Qui êtes-vous? Vous le connaissez, monsieur? Monsieur, Et Vincent m'avait dit, tu veux pas essayer de monter les séquences à l'endroit pendant que j'étais en montage, voir ce que ça donne. Et j'avais tellement peur qu'ils me disent c'est mieux à l'endroit qu'à l'envers, que je dis non, un jour peut-être, mais on n'a pas le temps, etc. Et du coup, j'avais jamais voulu monter le film à l'endroit. J'ai pas eu envie de le revoir pour le remonter. J'ai eu envie de le revoir pour être sûr que l'étalonnage, le mixage, que la remasterisation de l'ancien Irréversible était correctement faite. Et si je voulais que Irréversible existe au présent et à l'avenir, il fallait s'occuper de vérifier la remasterisation 2K, 4K du film. Et comme j'étais en train de monter l'autre film, Lux Aeterna, en même temps, je me suis dit, tiens, je récupère le matériel et je m'amuse à faire une version alternative à l'endroit. Et c'est à ce moment-là que se finissait la sélection du Festival de Venise. Et du coup, j'ai demandé l'autorisation de le proposer au Festival de Venise, et du coup l'année dernière le film était passé au Festival de Venise, et du coup à partir de ce moment-là, j'ai dit tiens, effectivement, le film est très bien reçu dans son montage alternatif, et il y a cette
version alternative qui est beaucoup plus simple et qui bizarrement est plus cruelle, qui est comme la face B du disque, mais je conseille aux gens de regarder la face A et la face B de mon film.